c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage. Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant. Bonjour Olivier. Salut Laureline. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 30, on passe une dizaine. Oui, on est sur un chiffre rond. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, dis donc. Et donc, pour cet épisode, on a décidé de vous emmener dans une ville qui est une grande ville du Japon, mais qui n'est pas très touristique, qui n'est pas sur les trajets classiques. On vous emmène du côté de Nagano, donc au nord-ouest de Tokyo. Oui, et puis comme c'est un épisode du mois d'août, on vous emmène à la montagne, parce que vous êtes peut-être nombreux à être liés aux périodes de vacances scolaires, et il fait souvent très très chaud l'été au Japon. Et si vous avez du mal à supporter la température, le meilleur moyen, c'est soit d'aller sur l'île du Nord à Hokkaido, soit de prendre un peu de hauteur et d'aller dans les Alpes. Et justement, ça tombe bien, Nagano, c'est dans les Alpes. Alors, du coup, moi, je vais te laisser la main sur cet épisode, enfin, du moins sur cette partie sur Nagano. Tu me disais d'ailleurs qu'elle était construite, qui est une ville assez récente du Japon et qui avait été construite autour d'un temple. Ouais, alors c'est vrai que Nagano, je pense que le grand public la connaît pour les Jeux Olympiques de 98, les JO d'hiver. Donc c'est vrai qu'en soi, elle est surtout connue pour ça, cette ville, et on ne sait pas trop ce qu'il y a à faire d'autre. Donc on va essayer de casser un peu les idées reçues et vous montrer qu'il y a des choses vachement sympas à faire. Et le point principal d'attraction de la ville, c'est le temple Zenkoji. Alors lui, il est hyper vieux, en fait il a été fondé en 642, ce qui est quand même très 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 ancien. Ça fait partie des plus vieux temples du Japon, et donc c'est bien un temple bouddhiste qui s'appelle le temple de la bonne lumière. C'est plutôt un bon présage déjà, et en fait c'est un temple qui est hyper ouvert parce que il accueille les bouddhistes de toutes les sectes. D'accord. Ce que t'as pas toujours partout. Alors nous, en tant qu'étrangers, on n'a pas de problème en fait pour aller dans les temples. Mais du coup, au Japon, chaque temple bouddhiste a sa secte, ce qui correspond à son mouvement. Et donc là, ils accueillent les bouddhistes de toutes les branches et aussi les femmes. Ce qui n'était pas le cas tout le temps durant l'époque Edo. Et donc, forcément, ça a renforcé la popularité. Et donc en fait, ce temple, il est vachement célèbre au Japon parce qu'il héberge la première statue, alors c'est le Bodhisattva Amida, donc qui est, le panthéon bouddhiste, je suis pas très calé, mais en gros c'est... c'est une des figures les plus connues du bouddhisme. Je voudrais pas dire bêtise parce que j'y connais absolument rien non plus. Je pense que c'est un des bodhisattvas, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, c'est un des bodhisattvas en fait qui offre une des voies d'illumination les plus faciles, parce que normalement il faut pratiquer le bouddhisme et écrire des mètres et des kilomètres de sutras pour atteindre l'illumination. Et il me semble qu'il y a une branche et un bodhisattva, et il me semble que c'est Amida, qui suffit en fait d'être un bon croyant et vous atteindrez l'illumination et le nirvana et tout ça. Mais pardonnez-moi si j'ai dit des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Non mais ça, globalement c'est ce que j'avais en tête, donc ça passe. Ah bon, alors du coup si on est d'accord déjà. Et du coup pour en revenir à nos moutons, en fait ce temple héberge la première statue de ce Bodhisattva, Amida, qui a été importée du Japon, quasiment à la date de fondation du temple. Donc c'est quasiment en fait un trésor national. Donc la vraie statue, elle est hébergée au sein du temple, il y a très peu de personnes qui y ont accès. Et tous les 7 ans, il y a une grande cérémonie qui est organisée où une réplique de la statue est sortie et du coup présentée aux fidèles. Et alors là, c'est 4 millions de visiteurs pendant la période. Waouh. Ah ouais. Donc j'ai fait quelques recherches et du coup la dernière aurait dû être en 2022. Du coup avec les questions de Covid, je sais pas si ça s'est fait ou pas. Mais du coup, ça doit être, je pense, assez impressionnant de faire le voyage dans la ville à ce moment-là, parce que le temple doit être vraiment en effervescence. Mais du coup, là, sur une visite classique, vous n'aurez pas ça, mais vous aurez quand même une visite super sympa, parce que toute la ville a été construite, du coup, au 19e, 20e, autour
de ce temple. Et on a une grande allée principale qui fait quasiment 2 km entre la gare et les bâtiments principaux du temple. Donc finalement, même sur une visite à la journée, c'est facile à faire parce qu'on prend le train, on arrive à la gare. On a cette grande rue commerçante qui ressemble un peu à la rue commerçante à Tokyo au niveau d'Asakusa, au Sensoji. Bah d'ailleurs, ils ont un peu le même nom. Enfin, il y a 2 portions sur cette route-là. La première, c'est Omotesando Zenkoji et la deuxième, c'est Nakamise Zenkoji. Ouais, qui est le même terme du coup. Voilà. Donc la premier truc sympa que moi j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est cette balade qui nous prépare à la visite du temple. Parce que il y a toutes ces petites boutiques traditionnelles avec des choses qui sont faites localement, des petits goodies, des choses pour les enfants. Donc c'est vraiment sympa de flâner. En plus, les commerçants, ils voient pas beaucoup de touristes étrangers, donc ils sont très avenants, ils nous font goûter. Donc ouais, vraiment, moi j'avais bien aimé. Et en fait, on a plusieurs portes en succession avant d'arriver aux bâtiments principaux du temple. Et il y a vraiment une super belle perspective qui fait que, en fait, quand on arrive à une porte, on est un peu surpris de se dire « Ah c'est pas le temple, en fait, on a encore une allée derrière avec une autre porte. » Et du coup, on a vraiment l'impression de découvrir des choses à chaque fois nouvelles. Donc ça, c'était vraiment sympa. Il y a de belles photos à faire aussi avec cet alignement, avec plein de petites lanternes, des bâtiments en bois. Au niveau arrêt-boutique, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous arrêter dans une boutique de Shichimi Togarashi. Je sais pas si tu sais ce que c'est, Laureline. Alors, shichimi, c'est un mot que je connais, c'est une sorte d'épice piment, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Du coup, c'est pas ce que je recherche le plus dans la cuisine japonaise. C'est des petites épices, en fait, Donc, c'est un mélange de 7 épices. Donc, il y a de l'algue nori, du piment, du poivre sancho, gingembre, graines de sésame et de pavot et zeste d'orange. Donc c'est très bon, et en principe c'est des petits pots qu'on trouve dans les ramen, on peut mettre dans les ramen pour rajouter des épices, ou des fois sur les soba aussi, ou les udon. Et en fait dans cette ville, il y a l'une des 3 fabriques ancestrales du Japon qui a sa recette secrète depuis 1725. La boutique s'appelle Yawataya Isogoro et elle est inratable parce qu'en fait ils ont gardé le packaging des petites boîtes métal avec un design très années 25-30 qui est super chouette. Et du coup voilà, faut s'arrêter, faut faire comme moi, acheter le petit paquet. C'est très 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 pimenté, donc moi j'y suis allé en 2017, j'ai encore un reste de pot à la maison et il est toujours aussi piquant. Ah oui, non mais moi le problème avec de l'épicé, c'est que j'aime bien l'épicé, mais mon estomac à chaque fois il fait la tronche de travers, il est pas content, et, il me supplie pourquoi je fais ça. Donc malheureusement le shichimi je peux pas. Je comprends. Et du coup, une fois qu'on a fait nos petites emplettes, on arrive enfin dans le temple, et là je te laisse la parole, Laureline, parce qu'il y a une attraction qui est un peu originale dans ce temple. Oui, alors juste avant par contre d'entrer dans le temple, moi je m'étais aussi égarée un peu sur les côtés de cette rue commerçante, et j'étais tombée par hasard sur une sorte de journée porte ouverte dégustation de la brasserie à saké Nishinomon Yoshinoya. Donc ils avaient tout leur saké en display, on pouvait tout goûter. Alors ils avaient même un petit panneau en anglais pour dire merci d'être passé, tenez, goûtez, on espère que vous trouverez un saké qui vous plaît. Donc ça, il me semble que c'était entre la rue Omotesando et Nakamise qui avait cette petite brasserie. Et en fait, juste avant donc le temple et le bâtiment principal, moi je m'étais arrêtée pour regarder tu sais, cette petite boutique où on peut acheter les mamori, les omikuji. Alors pour tout savoir ce charabia, reportez-vous à notre épisode avec Samantha sur la religion shinto et tous les gris-gris que vous pouvez acheter. Et donc j'étais tombée sur un omikuji. Et alors, il avait cette particularité parce que d'habitude, les omikuji, ce sont des sortes de petits animaux en porcelaine. Donc, c'est un objet assez délicat et assez choupi. Et là, en fait, c'est le dieu des enfers, Emma. Donc, pour vous le représenter, il a une robe noire. Et il a une grosse tête toute rouge. Et l'objet en lui-même est même un peu plus lourd. Alors, je sais pas en quel matériau il est fait ou si les parois sont plus épaisses. Et la particularité, c'est que pour lire la prédiction, il faut la regarder dans un miroir. Oh. Voilà, donc vous pouvez pas la lire juste en la dépliant. Il faut la regarder
à travers un miroir. Donc moi j'avais toujours c'est je pense mon Mikuji préféré, même s'il est pas mignon, il est trop cool. Bah ouais, tu vois, faut que j'en prenne la prochaine fois que j'y passerai alors. Donc ça c'était le petit bâtiment juste à l'entrée où t'achètes tout ça. Et après donc t'as la visite sympa de l'intérieur du temple, enfin du bâtiment principal. Oui. Et donc à l'intérieur vous avez une crypte. Et donc là, pour avoir la promesse du bonheur pour vos porte-échanges, vous pouvez faire un peu la queue pour passer dans la crypte qui est en fait une sorte de passage sous terre en dessous de l'hôtel. Et donc ça se passe dans le noir, il vous demande d'éteindre vos téléphones et de mettre tous vos effets personnels dans votre main gauche. Parce qu'en fait, vous allez suivre la paroi grâce à votre main droite. Et donc, alors c'est bien parce que c'est censé être... vous portez chance parce que vous tombez dessus, sauf qu'en fait, il vous explique presque où le trouver. Il vous dit, alors c'est à hauteur de taille d'homme, et vous suivez le mur et vous tombez sur la barre de fer et ça vous portera chance. Mais c'était impressionnant d'être dans ce passage, mais vous êtes totalement dans le noir. Bon, faut pas être claustro, mais ou avoir peur du noir. Je me souviens pas, mais je pense pas qu'il faille payer. Alors si, c'était 500 yens en fait. Ah bah voilà. Ouais, mais franchement, moi je l'avais fait aussi, ça vaut quand même le coup, et puis c'est vrai que c'est impressionnant ce que tu te dis, tu vas voir un bout de lumière au fond, mais non, c'est le noir, mais pire que la nuit noire, quoi. Parce qu'en fait, il me semble que ça fait une sorte, il doit y avoir un tournant, un angle droit presque, de mes souvenirs, donc en fait, vraiment, on est dans le noir total. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le Zenkoji, en fait, c'est qu'il y a plein de bâtiments. Donc, vous avez le bâtiment principal. Il y a pas mal d'arbres, de momiji tout autour. Et tous les bâtiments, vous avez des panneaux d'indication et tout est en anglais. Donc, en fait, vous pouvez vous balader, lire les panneaux, voir ce que c'est. Parce qu'en fait, vous avez certains personnages historiques qui sont passés ou qui sont enterrés là. Vous avez, il me semble, tu sais, les tambours bouddhiques où tu peux passer pour les faire tourner avec ta main. Ah oui, les petits rouleaux à prière. Voilà, les rouleaux à prière. Parce que les sutras, pour les lire ou les écrire, c'est la pratique du bouddhisme. Mais pour tous les gens pressés, en fait, pour faire une prière, vous pouvez faire le mode facile et en fait tourner ces tambours comme ça et ça fait l'équivalent d'écrire un sutra. Mais c'est vrai que du coup, le parc, en fait, ce qui est assez différent d'autres temples, bouddhistes surtout, c'est qu'effectivement, le temple est super grand, il y a plein de pavillons partout. Et moi, j'étais allé à l'automne, il y avait des arbres, mais magnifiques au niveau des couleurs. Et t'as presque l'impression d'être dans un... à la fois, t'as plus l'impression d'être en ville, en fait. Oui, vraiment, c'est un écrin vraiment particulier, mais vraiment, ça fait une belle balade. Et donc, une fois que vous avez fait un peu ce tour de ce parc, moi, je vous conseille de grimper parce qu'il y a une des portes dans lesquelles vous pouvez grimper pour avoir une très jolie vue et sur le temple d'un côté et sur la ville et toute cette rue commerçante, en fait, de l'autre. Pareil, ça doit coûter quelques centaines de yens, 200, 300, je sais plus le prix exactement, mais franchement c'est un truc sympa à faire. En plus il me semble que c'est à moitié en bois et tout. Ouais, puis t'as les montagnes autour, ouais. C'est vrai que c'est super joli. Ouais, ça c'est ça qui est super bien dans cette région de Nagano, en fait, c'est que c'est entouré de montagnes. Puis moi quand j'étais allée, tout était couvert de verre, c'était à temps mitigé, donc il y avait encore des nuages qui s'accrochaient dedans, donc vraiment c'est empreint un peu d'une atmosphère particulière. Moi j'avais bien aimé Nagano, ça m'avait marqué un petit peu, ouais. Et donc voilà, ça fait déjà une bonne petite partie de la journée qui est entamée, mais pour autant il y a encore pas mal de choses à faire dans le coin et notamment autour de l'artisanat. Et toi t'avais une bonne adresse, Soréline. Oui, alors en fait j'étais tombée par hasard, mais c'était en fin de journée parce que je restais la nuit sur Nagano. Il y a une sorte de petit village avec des cafés, de l'artisanat. Ça s'appelle le Pasio Daimon Kuraniwa. Et ça fait un peu comme le Zenkoji, en fait, quand on rentre dans ce petit village. Il y a énormément de verdure, il y a des bancs pour se poser et tout. Donc ça fait vraiment une pause en dehors du panorama citadin de la ville classique, quoi. Et donc il y a des petits cafés, il y a des petits artisans, des petites boutiques, donc vous pouvez vous balader, faire des emplettes, grignoter un truc. Il me semble de passage, il y avait des illustrateurs qui vendaient
leurs produits, de la céramique, ce genre de choses, quoi. Donc, c'était tout mignon. En plus, les bâtiments, ils me faisaient un peu penser à Kurashiki. Il y avait ces bâtiments qui sont maximum 2 étages. La partie basse est un peu en noir gris et la partie haute en blanc avec les toits en tuiles. Donc, c'était vraiment charmant. Bien, et puis c'est vrai qu'après, découvrir les petits artisans, ça permet aussi de ramener des souvenirs qui sont pas faits en Chine, quoi. Oui, et puis voilà, moi, ça fait une pause aussi sympa. Puis c'est toujours ça, moi, qui me fait plaisir quand je voyage, c'est de trouver des trucs qu'on trouve pas. Parce que, oui, les petits gris-gris, les petits porte-clés de tous les personnages d'animé, tu sais, c'est particulier. Tu sais, quand on est fan, on va au Japon un peu pour ça aussi, parce qu'il y a toujours ces petits trucs comme ça, les petits goodies. Mais ramener un petit quelque chose qui peut être trouvé nulle part ailleurs, ça fait aussi plaisir. Mais complètement, et puis du coup, sur le côté qui fait plaisir, ça me fait penser qu'en retournant vers la gare, avant d'aller à la prochaine étape, moi j'étais passé à la boutique Ringo no Ki, qui est une grosse institution à Nagano, parce que c'est la région de la pomme. Et en fait, donc déjà tu peux acheter des pommes à l'unité super bonnes, et ils font en fait salon de thé, et ils font aussi petite épicerie fine. Et ils n'ont que des produits à base de pommes. Donc des langues de chat à la pomme, des moelleux à la pomme, des cheesecakes à la pomme, voilà, plein de trucs à la pomme. Et c'est vraiment très très bon parce que voilà, au Japon, les fruits sont sélectionnés pour le goût, pour le côté parfait. Donc je m'étais acheté ma petite boîte et puis j'avais boulotté ça sur 2-3 jours entre des étapes après. C'était très bien. Je pense que du coup, on vous a un peu parlé de tout ce que nous on avait fait sur Nagano. Moi, il me semble que j'ai été restée que 2 nuits. Tu y étais resté quelques jours, toi, Olivier, ou c'était juste... J'étais resté 2 nuits aussi. J'avais fait un peu les alentours, mais un peu regretté aussi parce qu'il y a sûrement pas mal de choses peu connues et ça mériterait d'y retourner. Ouais, moi je me souviens, quand je scroll Instagram et que je tombe sur des trucs, il y a pas mal de temples en fait dans les montagnes perdues comme ça, des randos qui ont l'air super. Mais moi pour le coup, je vais vous emmener du côté d'une petite ville de banlieue qui pour le coup, elle est ancienne parce que le centre historique, enfin le centre, c'est un gros mot parce que ça reste quand même un village plutôt qu'une ville, c'est un peu entre les deux. Ça s'appelle Matsushiro, c'est à 30-35 minutes en bus de la gare de Nagano. Et moi, ce qui m'avait attiré, c'était le nom Sanada. Alors, pour tous ceux de notre génération qui ont lu Samurai Deeper Kyo, un des personnages principaux, c'était Yukimura Sanada, et moi c'était un personnage qui m'avait énormément touchée parce que quand vous lisez son histoire personnelle, voilà, ça vous fera pleurer des larmes de crocodile. Mais du coup, quand j'ai vu Sanada, et je me suis dit, il faut absolument que j'aille là-bas, le geek, l'otaku en dedans de moi veut aller voir. Parce qu'en fait, Matsushiro est la ville et le fief du clan Sanada. Donc, petite référence historique, les Sanada étaient un clan assez petit mais très connu parce qu'en fait, le personnage de Yukimura Sanada a effectivement existé. Et il était un fin stratège pendant toute cette période Sengoku. Et l'époque Sengoku, c'est tous ces personnages historiques et classiques dont vous connaissez déjà les noms. Donc Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Ieyasu Tokugawa. Donc en fait, le clan Sanada faisait partie un peu de ces jeux d'influence entre les 3 unificateurs du Japon. Et donc ils se sont établis dans un château que vous pouvez retrouver donc, dans cette ville de Matsushiro. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans cette ville, c'était vraiment l'atmosphère parce que vous avez toute cette partie historique avec toutes ces maisons de l'air et d'eau, le château, et avec quelques maisons un peu plus récentes parce que forcément la ville s'agrandit, mais elle est nichée au creux de ces montagnes, et tout comme Nagano, mais les montagnes sont un peu plus proches. Donc en fait, vous avez tous ces nuages qui s'accrochaient dans les arbres de ces montagnes. Donc vraiment, l'atmosphère de cette ville m'avait énormément touchée. Et surtout, je m'étais amusée à parcourir la ville et à trouver les emblèmes des 6 pièces qui étaient représentatifs du clan Sanada. Voilà, moi j'ai un souvenir vraiment particulier de cette ville et qui me plaît énormément. Et du coup, sans avoir la ref au manga, c'est vraiment t'as vraiment des vieux bâtiments.
Enfin, tout le monde peut s'y retrouver sans avoir... Oui, vous avez d'ailleurs un musée des trésors de Sanada. Alors le point négatif, c'est que tout est en japonais, mais vous avez une collection d'objets qui a été gardée, collectée au fur et à mesure des siècles, parce que le clan des Sanada résidait dans cette ville et dans ce château sur 10 générations, donc près de 250 ans quand même, jusqu'à la fin de l'époque féodale et d'Edo. Vous avez un château à visiter, donc vous n'avez pas les châteaux, tu sais, comme Matsumoto par exemple, mais vous avez des remparts, une sorte de petit pont comme ça, vous pouvez grimper. Pendant la période des cerisiers, tout le parc, parce que tous les remparts en fait forment une sorte de parc, vous avez plein de cerisiers à l'intérieur, et l'attrait principal de Matsushiro, ce sont toutes ces vieilles villes de samouraïs. Donc vous pouvez visiter la résidence des Sanada, qui est juste superbe. Il y a près de 53 pièces, donc en fait... c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, ils étaient riches, donc toutes ces pièces-là sont décorées de papier peint différents, de belle qualité. Les placards et tu sais, les murs sont peints. Donc vous avez des arbres, des bambous, des oiseaux, des scènes de la vie courante. Et puis moi, surtout, ce qui m'avait impressionné, c'était ce grand couloir avec les murs peints en jaune, les tatamis au sol, qui donne cette idée de longueur interminable pour arriver en fait sur cette pièce avec cette vue sur le jardin. Un très très beau jardin, très bien entretenu, avec tous ces arbres taillés, des petits étangs, et donc en fond toujours ces montagnes qui sont comme ça impressionnantes tout autour. Et donc il y a plusieurs comme ça maisons de samouraï à visiter. Elles ont toutes des sortes de petites expos différentes, donc ça peut être des photos, ça peut être des peintures, il y a des armures de samouraï. Et en fait, moi, il y avait un coin aussi qui était très sympa, parce qu'en fait, toutes ces maisons, ça faisait un peu comme Kanazawa, tu sais, le quartier des samouraïs, ouais, avec ces murs à hauteur d'homme. Et ces arbres, en fait, qui tombent par-dessus, pareil, en fait, ça faisait des arbres taillés. Donc, moi, je me souviens, il y en avait un, ils avaient des sortes de pompons, comme ça, qui s'empilaient les uns au-dessus des autres. Des fois, vous trouvez même un petit canal qui suit comme ça le petit quartier résidentiel. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez sur Matsushiro, c'est de faire une boucle depuis les ruines du château. Vous pouvez, si l'envie vous tente, d'aller donc de faire le musée des trésors des Sanada. Les objets, vraiment, ils sont très beaux, hein. La collection est assez impressionnante. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était cette frise chronologique qui était tout le long du mur du musée, avec ces générations de Sanada qui se sont succédées à Matsushiro. Ensuite, vraiment, la résidence des Sanada, elle vaut vraiment le détour. Elle est très très belle, les pièces sont superbes, et le jardin était vraiment incroyable, avec cette vue, comme je vous le disais, sur les montagnes aux alentours. Et ensuite, pour faire cette succession de maisons de samouraï, moi je vous conseille la maison des Higuchi, où vous avez le foyer traditionnel japonais qui est enterré en fait dans le sol, dans la pièce principale, avec la théière qui est pendue au-dessus. Puis vous descendez vers la résidence Jozan Yamadera, où je vous disais, c'était ce quartier qui me faisait penser à Kanazawa. Et vous pouvez finir cette boucle par la résidence des Kyumaejima, où moi j'étais tombée en extase devant cet étang, parce que juste au-dessus était suspendue cette succession de koinobori de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Donc ça m'avait un peu enchantée de terminer mon après-midi par cette résidence-là. Et puis après, j'étais remontée vers les ruines du château. Et en fait, tout au long de cette boucle, vous avez plein de lieux historiques. Donc n'hésitez pas à vous arrêter ici et là si vous avez le temps et l'envie. Et ensuite, vous pouvez retourner, reprendre votre bus et puis repartir sur Nagano. Ça vous fait une belle après-midi, en fait, dans cet écrin un peu préservé. Et vraiment, très peu de touristes. Donc, vous avez la ville pour vous, en fait. Bah écoute, ça fait trop rêver. C'est tellement dommage qu'on n'en parle jamais. Enfin, cette résidence de samouraï, moi, ça a l'air dingue, quoi. Ouais, franchement, c'était juste pour voir cette résidence-là, si vous êtes un peu dans
dans le trip Samouraï Edo, allez-y. Je pense que je vais aller sur Apple Podcast pour te mettre 5 étoiles, Laureline. Ah, merci. Mais c'est ça qui est chouette avec le podcast, c'est que du coup, même nous, on découvre des trucs et du coup, je pense que quand j'y retournerai, je penserai à toi, je prendrai ma petite pause sur les tatamis en me disant « Ah, c'est grâce à Laureline que je suis là, c'est trop bien. » D'ailleurs, Matsushiro est connu comme une ville en fait où il tourne des films d'époque. Parce que vous avez effectivement des beaux coins ouais, bien préservés. Et puis, moins fréquentés et moins fréquentés que Kanazawa. Donc tout de suite, ça fait c'est plus pratique, on va dire. Et c'est peut-être aussi moins cher. Oui. Eh ben, je pense qu'on va mettre fin sur cet épisode sur Nagano. Franchement, moi, j'ai envie d'y retourner. Oui, franchement, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Faudrait qu'on y reste tous les deux un peu plus longtemps la prochaine fois. Eh ben, en attendant de programmer un petit voyage pour envisager un épisode 2 dans l'avenir sur Nagano, on va peut-être vous donner des conseils lecture pour cet été pour occuper votre mois d'août. Et c'est parti, donc direction la section coup de cœur. Jingle. Et donc c'est parti pour cette section coup de cœur et coin lecture pour ce mois-ci. Donc c'est toi Olivier qui va commencer. Oui, alors je vous recommande un livre que j'ai découvert grâce à Julien de la Balade du Sakura qui s'appelle « Je t'écris du Japon, histoire de la carte postale japonaise colorisée ». Donc c'est un beau petit pavé qui est hyper chouette, hyper intéressant. Ah mais oui, je l'avais repéré ça aussi. Il faut que tu l'achètes, voilà. Ah, bon, d'accord, je note. En fait, c'est l'histoire des premières cartes postales japonaises qui ont été éditées fin 1800, début 1900, ouais. Avec l'arrivée des Occidentaux. Donc, c'est que des cartes postales anciennes qui ont été colorisées. Donc, il y avait des grandes maisons en fait d'édition. Ah. Donc, le bouquin est divisé en 2 sections. Une première section en fait qui t'apprend à reconnaître en gros l'origine des cartes postales, les maisons d'édition, comprendre un peu les tampons de la poste qui étaient apposés en fait sur les cartes. Ah, mais c'est vachement spécialisé ça comme bouquin. Oui, mais du coup ça reste quand même vachement abordable. C'est pas un truc super relou et trop compliqué à lire. Et si jamais après derrière t'as envie de chiner, d'acheter des petits trucs en brocante ou autre, ça permet un peu de mieux comprendre les objets que t'as un peu découverts par hasard. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Ah, mais moi en plus j'adore les photos, les vieilles photos du Japon, parce que c'est ça en fait le Japon où les villes en particulier, Tokyo en fait est en constant renouvellement où les anciens bâtiments sont enlevés pour mettre des trucs neufs à la place. Et donc en fait les vieilles photos comme ça, forcément c'est un Japon qui n'existe plus et qu'on peut plus retrouver, donc moi ça me fascine un peu. Et c'est exactement ça, et en fait t'as vraiment un côté un peu fou de voir en fait des cartes postales de Ginza, du mont Fuji aujourd'hui, ouais. Et toi t'as tes photos et t'as le Japon d'aujourd'hui, et t'as la carte postale qui correspond à quelque chose qui a été pris il y a 150-200 ans, et tu vois en fait le temps qui est passé. C'est assez incroyable quoi, t'as l'impression d'être plongé dans un autre monde, mais à la fois de connaître quand même, parce que tu y allais, tu reconnais des éléments qui sont toujours là aujourd'hui. Mais c'est ça qui est fascinant. Moi dernièrement je lisais un bouquin sur c'est la biographie de Tokyo, et en fait ce qui m'avait marqué c'est que tu dis qu'à la base Tokyo c'est un marécage. Oui, bah oui. Et on voyait le mont Fuji depuis Tokyo, et jusqu'à récemment, parce que maintenant sur la dernière rue Fuji on pouvait encore voir le mont Fuji, maintenant on peut plus voir Fuji depuis du moins pas depuis le sol de Tokyo. Quand vous grimpez dans les immeubles, on peut. Mais c'est ça qui est impressionnant. Et donc, passer la première partie du bouquin, qui est un peu plus, on va dire, encyclopédique, enfin voilà, c'est super agréable à lire parce que c'est organisé par région et par ville. Et en fait, par exemple, il y a une section sur le mont Fuji. Et t'as des petits commentaires sur les cartes postales, des explications sur ce que les gens ont pu écrire au dos, des localisations des vues, etc. Et ils ne te donnent pas des brocantes ou aller les choper, ces cartes postales? Non. non. C'est ça qui manquerait pour qu'ils soient parfaits, du coup. Mais vraiment, voilà, très chouette. Et puis moi, ça fait un peu écho à une période
de ma vie où je collectionnais à un moment donné, enfin ma maman m'avait transmis la collection des timbres qu'elle avait commencé étant jeune et je m'étais mis, quand j'étais en fac, je m'étais mis à acheter des anciennes cartes postales de ma région natale et de ma ville où j'avais racheté des anciennes vues et du coup, bah voilà, j'ai trouvé que c'était un pont chouette et en fait ça m'a surtout donné envie de chiner aussi un peu en allant au Japon pour racheter des cartes postales anciennes et en avoir quelques-unes à la maison. Top. Voilà. Et du coup, on va passer à ton coup de cœur. Laureline, toi, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors, moi, c'est un autre pavé. Mais c'est parce qu'en fait, alors, c'est un comic book. Ce n'est pas un manga, mais c'est un comic book qui a été coécrit par Marjorie Liu, qui est plutôt sur l'histoire, et Sana Takeda sur le dessin. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un monde inspiré des yokai japonais et des kaiju. Donc les yokai, c'est tout ce qui est religion shinto, les petits monstres et apparitions. Et les kaiju, ce sont les gros monstres soit de la terre ou extraterrestres. Par exemple, Godzilla est un kaiju et Inari, les renards, ce sont des yokai. Voilà, pour vous donner une grosso modo. Et c'est dans un monde où vous avez des demi-yokai, des esprits anciens qui sont 100% yokai, et dans cette période où les humains, sorciers et les yokai qui sont en conflit parce qu'on débarque 8 ans, il me semble, après une grosse guerre entre les deux. Et l'idée, c'est de dénouer ce qui s'est passé parce que le personnage principal a oublié d'où elle vient, qui elle est. Donc, elle essaye de remettre un peu de l'ordre dans ses souvenirs. Et en plus, le hic, c'est qu'elle est aussi habitée par quelque chose. On ne sait pas quoi tout à fait, et je ne voudrais pas vous dévoiler l'intrigue. Ce qui m'a fascinée dans ce bouquin, j'en suis à ma 2e relecture parce que c'est très complexe. Et en fait, quand on lit au fur et à mesure, je pense qu'on comprend mieux à la relecture certains détails qui vont faire écho, certains éléments qu'on n'a pas notés au début et qui vont prendre sens plus tard. Donc c'est un gros pavé parce qu'en fait, j'ai acheté une compilation des 3 premiers tomes. Parce que vous savez, les comics sont édités en mini-magazine. Ouais. Donc ce premier pavé collecte les 18 premiers magazines, donc les 3 premiers volumes. Parce que je suis toujours à Édimbourg, coucou, donc moi je l'ai en anglais. Mais tu l'as en français aussi. Il est disponible en français sur la Fnac. Voilà, vous pouvez le trouver dans... On mettra le lien. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller dans votre libraire du coin, voilà, si je dis la Fnac, mais c'est comme ça que je vérifie que ça existe en français, mais n'hésitez pas à aller voir votre libraire. Et le deuxième point qui m'a marqué dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est un monde matriarcal où les hommes sont très peu présents, et ça m'a choquée dans le bon sens, en fait, où je me rends compte que même quand on s'éduque à se désapprendre toute la société patriarcale dans laquelle on vit, où en fait je me rends compte que même maintenant je suis toujours un peu enfermée dans des schémas classiques, dans le sens où dans ce livre, donc vous avez les premiers ministres, les généraux d'armée, tous les personnages ce sont des femmes. Et les personnages masculins sont mineurs, pas parce qu'il y a moins d'hommes naturellement, mais parce qu'en fait, les femmes ont cette importance dans la vie de tous les jours qui fait qu'en fait, tout tourne autour d'elles. Et en fait, c'est là cette image, ce reflet qu'on n'a pas dans la société, mais quand on voit que nous, dans notre vie, dans notre éducation, par exemple, à l'école, on parle des auteurs, des hommes politiques. Et en fait, c'est cette réflexion-là, mais en miroir avec des personnages féminins, qui fait qu'en fait, on se dit ah oui, c'est vrai que ça pourrait être différent. Et donc, c'est une habitude à prendre, et je trouve ça génial. De se remettre en question comme ça via un comic book, qui non seulement l'histoire est prenante, les dessins sont superbes, et qui en plus nous permettent de se questionner nous-mêmes. Je trouve ça topissime. Donc voilà, ça s'appelle Mon Stress.
en français aussi, donc de Marjorie Liu et Sana Takeda. Et il y a, il me semble, 7 tomes qui sont sortis. Et le deuxième pavé est sorti en décembre dernier, donc je vais pas tarder à le commander. Bien. Voilà. Et ben ça laisse de quoi bouquiner au coin de la plage, chez vous, si vous avez trop chaud, si vous partez pas en vacances, à la montagne, dans un café, bref, où vous voulez. En attendant, on vous souhaite de belles vacances. Oui, voilà, n'hésitez pas à lire, découvrir, profiter de la canicule. N'hésitez pas à aller dans la description de cet épisode pour retrouver tous les liens utiles et la carte pour vous permettre de retrouver toutes les adresses. Et puis comme d'hab, on vous adore, merci de mettre 5 étoiles, blablabla, et on pense qu'il n'y a plus personne qui écoute à partir de ce moment-là, puisqu'en fait vous avez les messages habituels et vous avez tous raccroché. En tout cas, merci encore et toujours de votre fidélité et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter et à nous suivre. Et puis on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle aventure au Japon. Mais complètement, belles vacances et à très bientôt. À bientôt.